Chers téléspectateurs, bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler de la coopération scientifique et technique entre la Chine et l'Europe. C'est un volet très important dans la relation sino-européenne. Et aujourd'hui, notre invité est M. Philippe Vialat. Vous êtes directeur de la section sciences, technologies et environnement de la délégation de l'Union européenne en Chine. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Mademoiselle, merci de votre invitation. Et tout d'abord, M. Vialat, pouvez-vous nous présenter concrètement en quoi consiste votre travail ? Avec plaisir. Notre travail au quotidien est double. Une première partie est de travailler avec nos amis chinois, nos amis scientifiques dans les universités, dans les centres de recherche, mais aussi dans les ministères, dans les académies comme l'Académie des sciences, et puis pour développer notre collaboration entre l'Europe et la Chine. Et puis l'autre moitié de notre travail est d'être en relation avec les conseillers scientifiques des ambassades des États membres de l'Union européenne, représentés ici en Chine, c'est-à-dire tous les 27 États membres, de façon à mieux coordonner ce que nous faisons et faire des choses ensemble avec nos partenaires scientifiques chinois. Et effectivement, récemment, 19 diplomates de 12 pays européens, accompagnés de la délégation de l'UE en Chine, ont fait une visite un peu spéciale à l'Académie chinoise des sciences. Donc, quel a été l'objectif de cette visite ? Cette visite est un moment très important pour nous. D'abord parce que nous avons à cette occasion pu mieux faire connaissance avec l'histoire de l'Académie des sciences, puisqu'ils nous ont fait le plaisir de présenter un historique de la CAS. On a pu aussi mieux comprendre l'excellence scientifique de la centaine d'instituts de l'Académie des sciences qui travaillent à travers tout le pays. C'était important pour nous parce que nous nous présentions aussi comme l'Union européenne et les États membres venant ensemble pour travailler ensemble avec l'Académie des sciences. Et ça, c'était un moment fort. C'était également un moment fort parce qu'on a eu l'occasion de parler devant près de 200 scientifiques, 200 chercheurs de l'Académie des sciences. Donc c'était quand même très impressionnant. Et ça a été une excellente occasion d'échanger nos idées, de partager un peu nos stratégies, de parler de nos priorités. Je crois que c'était encore un moment extrêmement important parce que c'est le début d'une collaboration que nous voudrions intensifier. Il y a beaucoup de collaboration entre chacun des États membres et l'Académie des sciences. Ce que nous voudrions essayer de développer, c'est quelque chose où plusieurs États membres et peut-être l'Union européenne travaillent ensemble avec l'Académie des sciences. On est en train entre nous de discuter quels pourraient être des domaines prioritaires pour cela. On pense aux technologies de la communication, aux questions environnementales, aux questions aussi d'infrastructures de recherche que la CAS gère en Chine. Voilà, donc c'était un moment important pour nous tous et je veux encore profiter de cette occasion pour remercier nos amis et collaborateurs de l'Académie des sciences d'avoir bien voulu nous accueillir dans leurs locaux. D'accord. Et on sait que l'Union européenne est le plus grand partenaire commercial de la Chine, qui en importe aussi le plus de technologies. Et quand a commencé cette collaboration ? Nous avons une longue histoire derrière nous. Après l'ouverture de la Chine, l'Union européenne et des États membres ont été très actifs pour commencer à travailler avec vous. Donc du côté de l'Union européenne, il y a plus de 35 ans maintenant que nous avons repris des relations très régulières et en particulier dans le domaine de la coopération scientifique. Donc on a une longue histoire déjà de collaboration et puis avec le développement extraordinaire de la Chine et de l'Europe, bien sûr tous les domaines de coopération se sont élargis, on a étendu cette collaboration à de nombreux domaines, dont le domaine scientifique. Donc nous sommes maintenant parvenus à une collaboration intensive, très intensive avec la Chine dans le domaine de la science et de la technologie. Et de plus en plus maintenant vers l'innovation également. Donc, peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais la dimension innovation dans nos programmes de recherche européens prennent une dimension très importante, comme en Chine d'ailleurs. Et je voudrais savoir, parmi tous les pays que vous avez des collaborations scientifiques avec, où se place la Chine ? Alors la Chine, dans notre programme cadre de recherche européen, la Chine est notre troisième partenaire
juste derrière les États-Unis et la Russie en termes de nombre d'équipes chinoises travaillant dans les projets européens. D'accord. Et pour l'instant, nous avons plus de 300 équipes chinoises qui travaillent dans nos projets de recherche européens. Et nous allons revenir sur le programme cadre tout à l'heure. Et avant cela, nous avons préparé un reportage pour plus de rétrospective sur l'histoire de la coopération scientifique et technique entre la Chine et l'Europe. Regardons ensemble. La collaboration scientifique et technologique entre la Chine et l'UE a commencé au début des années 80. Le 22 décembre 1998, un accord scientifique et technologique est officiellement signé entre la Chine et le bloc de l'UE, à savoir des projets d'ouverture mutuelle aux technologies des deux parties. Cet accord cadre a été le premier du genre signé par une entité étrangère avec la Chine. À partir du 6e accord cadre, la collaboration scientifique et technique sino-européenne s'est développée rapidement. Jusqu'en 2006, date de la fin du 6e accord cadre, plus de 225 personnels chinois ont pris part à 130 projets de recherche, dont les plus emblématiques sont le projet Galileo et le projet Digital Olympics, ou JO numérique. En 2003, la Chine s'est associée au projet Galileo, ce qui a amélioré la collaboration bilatérale dans le domaine de la géolocalisation. Actuellement, la collaboration sino-européenne scientifique et technique concerne de nombreux secteurs, dont les technologies de l'information, les sciences de la vie, l'aviation et l'astronomie, les échanges académiques, la qualité et la sécurité alimentaire, l'énergie, les transports, etc. Cette collaboration dans la recherche scientifique est à l'heure actuelle le canal principal de la collaboration scientifique et technique entre la Chine et l'UE. Donc, quand on parle de collaboration scientifique et technique, comme on a vu dans le reportage, ça semble toujours un peu loin de nous, loin de notre vie quotidienne. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets qui est plus près de nous, près de nos téléspectateurs? Oui, bien sûr. Alors, comme je vous le disais, on a beaucoup de projets de recherche avec beaucoup d'équipes chinoises à l'intérieur. Je pourrais peut-être vous citer un projet qui vient de se terminer et que nous allons poursuivre dans le domaine des transports. Je crois que c'est quelque chose de très intéressant parce que étaient impliquées dans ce projet 25 équipes de recherche qui travaillaient ensemble, dont 6 équipes chinoises, et du côté européen, 8 pays étaient représentés. L'idée de ce projet, c'est, vous êtes ici au studio de CCTV, oui, et vous voulez venir jusqu'à la délégation de l'Union européenne à l'autre bout de la ville. Donc vous allez prendre votre smartphone et vous allez dire je veux aller de tel endroit à tel endroit, oui, et votre téléphone vous dira à travers, et ça nécessite beaucoup de recherche, en temps réel, en fonction des embouteillages, de la disponibilité des bus, des taxis, du métro, etc., vous dira, écoutez, vous sortez des studios de CCTV, vous marchez 50 mètres à droite, oui, et puis vous prenez le bus numéro tant, au troisième arrêt, vous descendez, vous prenez le métro. Et il va vous guider comme ça jusqu'à vous emmener à votre destination finale. Alors ça, on est en train de le tester dans une région de Pékin, également à Shanghai, et dans quelques autres villes à travers le monde avec ce projet. C'est le GPS? C'est plus compliqué que ça, puisqu'il faut que soient intégrées en temps réel des informations sur le trafic, la disponibilité des bus, vous voyez, pour pouvoir calculer en temps réel et vous dire quels sont les meilleurs moyens de transport pour arriver à votre destination le plus rapidement possible. Mais s'il y a plein d'embouteillages, est-ce qu'on va vous conseiller de prendre l'avion, par exemple? Si vous allez d'un côté à l'autre de Pékin, ce sera compliqué, mais l'hélicoptère n'est pas prévu dans le, dans le logiciel. Ok. Bon, effectivement, la science et technologie, ça nous concerne en fait dans notre vie quotidienne. On va revenir peut-être un peu plus tard. Mais vous avez parlé tout à l'heure du 7e programme cadre. C'est un volet très important dans la coopération sino-européenne dans le domaine de la science et de la technologie. Pouvez-vous nous dire en plus ce projet, comment a été mis en place la première fois ce genre de programme cadre et quelle a été la révolution?
Alors là aussi, c'est une longue histoire. Oui. Les premiers programmes cadres, ça ne s'appelait pas encore programme cadre, mais ont débuté au début des années 80. C'est par nature un programme de recherche pour appuyer la recherche en Europe pour les Européens. Et l'idée est donc de compléter, si vous voulez, toutes les activités de recherche qui sont financées et qui se passent au niveau des États membres. Donc l'idée, c'était d'avoir un niveau européen qui fasse travailler ensemble les équipes de recherche des différents États membres de l'Union européenne. Voilà. Et la meilleure façon de les faire travailler ensemble, c'est de mettre de l'argent à disposition pour qu'ils puissent travailler ensemble. Donc ça, c'est la philosophie, si vous voulez, du programme cadre. Ce qui est important par rapport à la coopération internationale, c'est que ce programme européen de recherche, qui est le plus grand programme de recherche du monde, est complètement ouvert à la participation de non-européens. Ça veut dire? Par exemple la Chine, par exemple les États-Unis, par exemple l'Australie. Donc quand des équipes de recherche européennes se mettent ensemble pour proposer un projet de recherche, elles peuvent intégrer des non-européens, des Chinois, des Américains ou des Australiens. Donc c'était l'idée de ce projet de transport dont je vous parlais tout à l'heure, Via Rail, dans lequel 6 équipes chinoises travaillaient avec des équipes européennes. Donc c'est d'abord les équipes européennes qui font une proposition et puis c'est comme un appel d'offres. Alors c'est comme un appel d'offres, Oui. et la réponse à ces appels d'offres, qu'on appelle des appels à propositions, sont des projets, des propositions de projets qui sont soumises en réponse à ces appels à propositions. Et on demande à ce que des équipes européennes et non européennes, si elles le souhaitent, s'associent pour préparer cette proposition de projet. Alors, je crois que c'est très intéressant pour les non-européens de participer dans ce processus. Oui. Parce que d'abord ça donne l'occasion aux équipes chinoises de travailler avec plusieurs équipes européennes, et ce processus de sélection des propositions de projet est extrêmement compétitif. Donc on finance un projet sur 5 ou 6. Donc les équipes chinoises, il faut être les meilleurs. Donc les équipes chinoises qui travailleront avec des équipes européennes dans des projets que nous allons financer sont certaines de travailler avec les meilleures équipes européennes. Je crois que c'est très incitatif pour participer dans nos programmes. Et maintenant, avec la crise de la dette en Europe, est-ce que la coopération, ce genre de programme cadre, vont-ils être affectés? Alors la réponse est très claire, non. Au contraire, l'Union européenne qui est en train de préparer le prochain programme cadre, donc vous avez dit, alors on ne l'appellera pas le programme cadre numéro 8, on va changer de nom, on l'appellera Horizon 2020 ou Horizon 2020, puisque l'idée est de non seulement financer la recherche, mais financer la recherche et l'innovation. Donc il y a un changement de paradigme là qui a voulu se traduire dans le changement de nom. Et ce prochain programme 4 commencera au 1er janvier de l'année prochaine, de 2014. Et pour revenir à votre question, les ressources financières qui seront allouées à ce prochain programme cadre seront bien supérieures à celles qui ont été allouées au 7e programme cadre qui se termine maintenant. Donc malgré la crise, ou pour aller au-delà de la crise et se préparer à la sortie de la crise, les Européens veulent investir plus dans la recherche et l'innovation pour créer des emplois, pour améliorer la compétitivité des entreprises européennes et aller vers une économie plus verte. Et le changement climatique, peut-être on en reparlera, le changement climatique est un élément extrêmement important dans ce programme de recherche. Et je pense pour beaucoup de téléspectateurs qui ne sont pas scientifiques, on a du mal à distinguer la différence entre la recherche et l'innovation. Alors, je crois que ce sont deux concepts différents. La recherche, c'est... Un exemple ? Alors, la recherche, c'est essayer de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux éléments, d'augmenter notre connaissance dans différents domaines. L'innovation, pour nous, c'est utiliser ces résultats de la recherche pour créer de nouveaux produits, de nouvelles méthodes de production, de nouveaux services, donc qui seront des éléments qu'on mettra sur le marché et qui dynamiseront nos économies et nos entreprises. Donc c'est ça un peu la différence entre la recherche et l'innovation. Et ce qu'on tient à faire, c'est lier
la recherche et l'innovation. De façon à ce que la recherche ne soit pas seulement académique et se traduise par des articles dans des revues scientifiques, par ailleurs de grande valeur, mais que ça se traduise aussi dans des termes concrets avec des nouveaux produits ou des nouveaux services qui amélioreront la vie des citoyens. D'accord, c'est plus clair pour nous maintenant. Et on sait que cette fois, au cours de la visite du président français François Hollande en Chine, la levée des restrictions européennes sur les exportations de haute technologie a été évoquée lors des entretiens. Et pensez-vous que ce genre de transfert de technologie constitue une menace pour les entreprises européennes? Quel est votre point de vue sur la question de lever des restrictions? C'est une question difficile qui implique beaucoup de dimensions différentes. Mais disons que d'un point de vue scientifique, recherche et innovation, il est très important quand on parle de transfert de technologie ou quand on parle de collaboration scientifique, de faire en sorte que les conditions cadres qui permettent ce développement scientifique et ce partenariat scientifique soient bien en place et bien respectés. Donc je crois qu'il est très important quand on parle de ces problèmes-là de se souvenir que toutes ces questions de standardisation et de création de nouveaux standards qui ne soient pas discriminatoires, ces questions de droit de propriété intellectuelle et d'une législation correctement appliquée, protégeant les droits de propriété intellectuelle, l'accès au crédit pour les entreprises non européennes qui voudraient s'installer en Chine, etc., etc. Je crois que tout ça sont des conditions préalables extrêmement importantes et qu'il faut mettre en place. Et ça fait partie de nos discussions au quotidien avec la Chine et avec d'autres pays, bien sûr. Beaucoup de progrès ont été faits et ça, c'est quelque chose qui doit continuer. Et un élément extrêmement positif allant dans le bon sens et que nous avons convenu entre Européens et Chinois lors du dernier sommet à Bruxelles au mois de septembre l'an dernier, d'établir un dialogue sur l'innovation. Et ce dialogue innovation entre l'Europe et la Chine, dont la première réunion devrait avoir lieu avant la fin de l'année, va justement reprendre l'ensemble de ces questions et j'espère trouver des solutions satisfaisantes à tous ces points-là. Et donc, pour la question, est-ce que ce transfert de technologie constitue une menace? Donc, votre réponse est oui ou non? Non, ma réponse est non, quand il y aura en place ces conditions cadres appliquées et respectées. D'accord. Et maintenant, nous allons retourner notre regard vers le marché chinois et nous allons nous pencher sur le développement du domaine de sciences et techniques en Chine. Et avant de poursuivre notre discussion, je vous propose ce reportage. À partir des années 90, la Chine a peu à peu remplacé l'Amérique pour devenir l'usine du monde. Le label Made in China devenant alors l'empreinte la plus visible de la présence de la Chine dans une économie mondialisée. Ces dernières années, les entreprises chinoises ne se contentent plus de simplement traiter des produits de marques tierces. Elles investissent dans la recherche et le développement technique, créent leurs propres marques. De plus en plus, le fabriqué en Chine tend à se transformer en créé en Chine. L'exemple de Huawei est probant. Huawei, entreprise au capital privé de 21 000 yuan, a grandi pour devenir le deuxième fabricant mondial de matériel de télécommunication, en jouant la carte de l'innovation technologique. À l'heure actuelle, Huawei compte des clients dans 130 pays et sur les 50 plus grandes entreprises mondiales de télécommunication, 45 utilisent du matériel Huawei. Depuis plusieurs années, sur une grande partie des revenus de ces ventes, 10% couvrent les salaires, 43% vont pour l'innovation du personnel, en particulier pour les technologies de base, principales et d'avant-garde. De plus, chaque année, l'investissement dans la recherche et le développement augmente rapidement, à hauteur de 20 à 30%. Selon des statistiques, Huawei possède à l'heure actuelle 23 522 brevets déposés, dont 90% concernent des inventions. Globalement, si le fabriqué en Chine reste principalement du bas de gamme, il reste que de plus en plus de marques chinoises sont en train de croître.
Le passage du fabriqué en Chine au créé en Chine ne sera pas de tout repos. C'est un long chemin semé d'embûches. Et on dit que les entreprises étrangères qui délocalisent autrefois leur production en Chine a commencé à ouvrir leur département de recherche et développement. Est-ce que cela est vrai et pourquoi un tel changement? Alors ça est tout à fait vrai et on dit que maintenant il y a environ 1500-1600 entreprises qui ont déjà installé en Chine des laboratoires de recherche. Moi, les entreprises me disent fréquemment qu'il est extrêmement important pour elles d'avoir ces laboratoires de recherche en Chine pour être près de leurs clients de façon à pouvoir mieux anticiper leurs besoins, mieux répondre à leurs attentes et donc mieux les servir. Je crois qu'il est également important que ces entreprises puissent avoir les laboratoires de recherche proches des unités de fabrication. En fait, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide d'améliorer sa production, d'améliorer ses produits, si on peut avoir les laboratoires de recherche et les chaînes de production qui travaillent côte à côte. Donc ça, ce sont les raisons essentielles. Je crois que l'intérêt aussi des entreprises européennes de venir installer des laboratoires en Chine est de bénéficier des infrastructures de grande qualité qui existent chez vous et à des prix raisonnables. Bien sûr également de profiter de tous les chercheurs, de tous les ingénieurs chinois qui sont extrêmement bien formés et donc de cette façon-là pouvoir être présent dans votre pays, servir le marché national qui est un des grands choix politiques de votre gouvernement et aussi ensuite à partir de la Chine de pouvoir travailler avec d'autres pays à travers le monde. Donc, je pense que cette collaboration est extrêmement bénéfique pour les entreprises qui viennent mais également pour la Chine et je crois également que ce serait une bonne chose qu'on puisse en Chine mieux encourager la venue de chercheurs européens pour venir travailler dans les laboratoires chinois. D'accord. Et les entreprises comme ZTE ou Huawei qui ont maintenant des business un peu partout dans le monde, comment jugez-vous leur capacité d'innovation et quels commentaires vous faites sur ces entreprises? Moi, je ne veux pas porter de jugement sur ces entreprises, mais bien sûr, on ne peut que constater le dynamisme de ces entreprises. Vous citiez Huawei, j'ai eu l'occasion de visiter Huawei. Bien sûr, la moitié ou plus de la moitié du personnel de Huawei travaille dans la recherche et le développement. Et donc c'est vrai qu'en quelques dizaines d'années, ils sont devenus leaders mondiaux dans leur partie. Et maintenant, ils installent des centres de recherche dans d'autres régions du monde, y compris en Europe. Et on a vu dans le reportage que la Chine passe maintenant du fabriqué en Chine au créé en Chine. Bien sûr, il y a un très long chemin à faire. Donc, que pensez-vous qu'il faille faire en priorité dans ce processus? De la coopération scientifique internationale. Voilà, je crois que, bien sûr, ce n'est pas la seule réponse à toutes ces questions, mais je pense que par exemple, ouvrir les programmes de recherche à la participation de chercheurs européens, les programmes de recherche chinois à la participation de chercheurs européens, comme les programmes de recherche européens sont ouverts à la participation de chercheurs chinois, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je pense que ce serait une vraie fertilisation des deux côtés, un vrai gain des deux côtés. On dit souvent des win-win situations. Je pense que c'est cela et je crois beaucoup à cela. Mais certainement que l'éducation, la formation professionnelle, la formation continue, l'environnement de travail, les aspects culturels probablement, les mesures d'incitation, d'encouragement en termes de carrière, en termes financiers, sont certainement des éléments importants pour que les gens puissent révéler leur qualité d'innovateur. En Europe, on essaye dès la plus jeune enfance à l'école de favoriser cela. Donc beaucoup d'investissements dans l'éducation essayent de faire en sorte que les enfants réfléchissent par eux-mêmes, n'apprennent pas nécessairement par cœur, cherchent des informations par eux-mêmes,
n'hésitent pas à interrompre le professeur ou le maître s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas dans la classe. Voilà, donc je crois que quand on démarre très petit comme ça et que l'éducation primaire oriente dans cette curiosité, Oui. fait que... Donc il faut de l'investissement dès le plus jeune âge. Je crois dès le plus jeune âge faire en sorte qu'on puisse ouvrir l'esprit des enfants à l'innovation, ça fera des gens créatifs plus tard. Oui. Et jusqu'à maintenant, est-ce que les scientifiques européens et les scientifiques chinois ont réussi à travailler ensemble, comme on dit en chinois, en harmonie, ou bien est-ce qu'il y a des problèmes de communication et quels sont les aspects qui ont encore besoin d'amélioration? Je crois qu'on fait beaucoup de choses ensemble très bien. Par exemple, nous travaillons ensemble sur des grands projets internationaux. Vous avez peut-être entendu parler de ITER, qui est le contrôle de la fusion nucléaire, c'est-à-dire ce qui se passe dans le Soleil, et ce que nous permettrait peut-être d'ici un siècle d'allumer les lampes avec de l'énergie créée de cette façon-là, qui serait de l'énergie pratiquement inépuisable et propre. Donc on travaille ensemble, Européens, Chinois, mais aussi Américains, Coréens, Japonais, Indiens, Mexicains, etc., et Russes, ensemble pour ces grands projets. Je vous disais tout à l'heure que beaucoup d'entreprises et beaucoup de chercheurs chinois sont impliqués dans nos projets de recherche, donc ça c'est un autre niveau de recherche, et de plus en plus nous nous orientons vers un vrai partenariat où nous allons ensemble, entre Européens et Chinois, choisir des thématiques de recherche qui sont importantes pour vous et importantes pour nous, et puis lancer ce que vous appeliez tout à l'heure ces appels à propositions, ces appels d'offres, encourager les chercheurs européens et chinois à répondre ensemble, et puis sélectionner ensemble de façon transparente et ouverte les meilleurs des projets et les financer ensemble. Nous financerons les Européens, vous financerez les Chinois. Donc il y a beaucoup d'excellentes choses que nous sommes en train de faire ensemble. Il y a aussi un certain nombre de choses qu'on pourrait améliorer. On a parlé tout à l'heure des questions cadres. Je pense que l'ouverture des programmes de recherche chinois aux chercheurs européens est un élément fondateur important pour l'avenir et pour avoir une vraie collaboration équilibrée entre l'Europe et la Chine. On peut penser à créer plus de laboratoires conjoints entre Europe et Chine, de façon à ce que du travail vraiment intensif se fasse ensemble aux mêmes endroits, etc., etc. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous travaillons en ce moment avec le ministère de la Science et de la Technologie, avec l'Académie des Sciences, l'Académie, la NSFC en Chine, etc. Donc, beaucoup d'aspects, beaucoup de travail qui reste à faire. Et parlons de l'innovation. On pense souvent au dépôt de brevets, qui est une question essentielle. Vous avez évoqué tout à l'heure aussi. En Chine, il existe un problème, c'est que maintenant, il y a beaucoup les dépôts de brevets sont très nombreux, mais la plupart restent inexploités. Comment voyez-vous ce phénomène? Alors, ce n'est pas seulement vrai en Chine, nous avons aussi ce phénomène en Europe, et c'est justement cela que nous voudrions, encore une fois, adresser à travers le programme Horizon 2020, faire en sorte que les résultats de la recherche soient mieux traduits en termes de produits qu'on peut se mettre sur le marché, donc en termes d'innovation. Par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, on sait qu'il y a beaucoup de brevets qui sont sur les étagères, pas suffisamment ou pas du tout utilisés. Peut-être qu'il y a là des innovations à découvrir, si vous me permettez ce vocabulaire. Je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire qui finalement coûteraient pas très cher et qui permettraient de redécouvrir un certain nombre de choses.